Et comme promis, sur Boursorama, on part en direct à Wall Street pour retrouver Grégory Volokin, c'est le président de Mescart Financial Services à New York. On voulait savoir un petit peu l'état d'esprit des New-Yorkais parce que maintenant l'épicentre de la crise se trouve évidemment en Amérique avec le plus de cas de contamination dans le monde. Et voilà, l'état d'esprit des New-Yorkais, des investisseurs new-yorkais de Wall Street, notamment après les annonces de ce week-end importantes. On a vu que Donald Trump évoque ouvertement la possibilité d'avoir la perspective de voir 100 000 Américains mourir du coronavirus. Grégory Volokin, est-ce que vous êtes là avec nous? Non, il n'est pas encore là avec nous, mais il va arriver. Pourquoi? Parce qu'on a notamment, on a vu son conseiller, son principal conseiller sur cette pandémie, Anthony Fauci, qui évoque possiblement 100 000, voire 200 000 cas de contamination. Et c'est à ce moment-là que Donald Trump a dit qu'il serait que l'administration américaine ferait un bon travail, good job, c'est comme ça qu'il l'a dit, si 100 000 Américains étaient amenés à mourir. On voit bien le revirement complet en 15 jours de la part du président américain. Est-ce qu'on a Grégory Volokin ou pas? Voilà, c'est le principe, on est en direct, on est en train de le joindre, donc il est à New York. Grégory Volokin, on le voit régulièrement sur BFM Business et aussi chez nous. En général, il est en plateau, mais là pour des raisons qu'on comprend bien. On est par téléphone avec lui. Ce sont les joies du direct. Est-ce qu'on peut me dire si Grégory Volokin est là avec nous? Est-ce que Grégory Volokin? Voilà, donc on parlait aussi, alors on parlera dans quelques instants, il est en train d'arriver, on parlera évidemment donc voilà, donc de l'état d'esprit des investisseurs new-yorkais qui voyez, on va dire, il y a encore de cela quelques semaines, cette crise sanitaire de loin. C'était au départ un virus chinois, nous disait le président Trump, et puis c'est arrivé en Europe, et puis maintenant, encore une fois, sur le sol américain, avec un nombre de contaminations qui explose. Ah, là je parle, et l'avantage... Grégory Volokin. Oui, bonjour. Bonjour Grégory, on a eu du mal à vous joindre. Ah, j'ai fait un monologue là terrifiant. J'espère que je n'ai pas ennuyé tout le monde. Bonjour Grégory, comment ça va? Ben écoutez, ça va comme on peut aller, puisque New York, l'État de New York, la ville de New York, c'est quand même le centre maintenant officiellement de l'épidémie. La moitié des contaminations et des décès sont maintenant à New York. Donc vous êtes à New York pour président de Mescart Financial Services. On voulait vraiment vous avoir au téléphone parce que on se posait la question, quel est l'état d'esprit aujourd'hui, encore une fois, des New-Yorkais? Je l'expliquais juste avant, cette crise sanitaire, il y a encore quelques semaines, on la voyait de loin, de chez vous, c'était en Europe, c'était en Chine. Maintenant, voilà, c'est notamment la moitié des cas de contamination et des morts sont à New York. J'ai vu cet hôpital de campagne installé en plein cœur de Central Park. De Central Park, c'est ça. Hein. Ouais, et donc voilà, on a le principal conseiller de Trump là, qui a évoqué ce week-end possiblement la mort de 100 000 à 200 000 Américains. Donald Trump qui dit, j'expliquais juste avant, que s'il y avait 100 000 morts, good job, il a dit de la part de l'administration. Quel état d'esprit, encore une fois, des investisseurs new-yorkais aujourd'hui? Alors, la question, c'est les investisseurs ou bien des citoyens, mais je dirais, si vous n'êtes pas forcément investisseur et que vous vivez en ville de New York, c'est vrai que c'est extrêmement pénible et pour plusieurs raisons. Évidemment que c'est très difficile de rester chez soi confiné, mais ça vous le savez très très bien en France. Mais je dirais aussi, ce qui est très inquiétant pour les Américains, c'est justement la façon dont Donald Trump non pas a pris la direction des opérations, mais est d'une certaine façon extrêmement anxiogène quand il parle. Et on a tout à fait le sentiment que Trump lui-même, je dis pas est en train de perdre le contrôle de la situation parce qu'il l'a jamais eu, mais ne sait vraiment pas comment montrer de l'empathie. Et ça, c'est assez extraordinaire. On lui a dit, écoutez, arrêtez de parler d'argent, montrez un peu que vous êtes près des gens. Et la façon dont il a montré qu'il était près des gens, c'est qu'il a dit, écoutez, grâce à moi, quand j'ai fermer les frontières aux venues de touristes chinois, j'ai évité plus de 2 millions de morts aux États-Unis. Donc j'en suis extrêmement fier, c'est fantastique, mais c'est vrai que les choses vont continuer et qu'on aura peut-être au moins 200 000 morts. Donc ce genre de discours, ça pèse dans l'esprit des gens. C'est inutile et il n'est pas du tout factuel, contrairement à vos autorités. Donc je dirais c'est un peu ça l'esprit des Américains. Ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas ni à qui se fier, en tout cas à l'échelon gouvernemental, ni à quoi se fier au niveau des chiffres. Et il y a ce revirement complet de la part du président américain, encore une fois, qui
qui ne voyait aucun risque il y a 15 jours, qui il y a quelques jours disait pour le lundi de Pâques, on rouvre les États-Unis. Maintenant, il nous parle d'un confinement ou des mesures de distanciation sociale jusqu'à fin avril pour un possible redémarrage de l'économie début juin. Il a dû se résoudre à l'évidence tout en refusant le lockdown complet de l'État de New York. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Trump ne va jamais dire qu'il a eu tort. Et là, il a eu plus que tort, puisqu'en fait, il y a encore 6 semaines, il décrivait le coronavirus comme étant une machination des démocrates pour le battre aux élections. Donc, il a dû écouter quand même ce qui est, comme chez vous, son conseil scientifique, mais il a aussi quand même dû écouter beaucoup à la fois sa base électorale et puis les représentants qui tous ont très très bien compris que, à part les mesures économiques qui sont vraiment prises alors d'une façon agressive, on peut en reparler même si c'est un immense sujet, et de l'autre côté des mesures économiques, c'est surtout les mesures sanitaires qui sont quand même, quoi qu'on dise, aussi strictes pour le moment aux États-Unis dans les endroits où vraiment le virus s'est propagé, mais malheureusement, ou heureusement, il y a beaucoup d'États où il y a très peu de cas. Et là, c'est la différence. Les États où il y a peu de cas, on pourrait dire par exemple le Nebraska, etc., l'économie continue pratiquement normalement. Les gens continuent à aller au travail ou à sortir. Il y a ce qu'on appelle la distanciation sociale, donc les gens se tiennent à distance les uns des autres, mais rien ne s'est arrêté. Et la vraie crainte, en fait, c'est ça, c'est que les États où le confinement est établi, Los Angeles, New York, etc., on va arriver au sommet, au pic, comme on dit, de la contamination peut-être d'ici 2 semaines. Par contre, est-ce que ça ne va pas redémarrer ou démarrer dans beaucoup d'États qui n'ont pas encore adopté ces mesures? C'est comme si en France, je ne sais pas, la région parisienne était entièrement immobilisée et puis pendant ce temps-là, les Bretons sortaient, allaient au marché et jouaient au foot. Mais c'est aussi lié au fait que chaque État, chaque État a sa propre politique, non? Ou ça aurait été, selon vous, à Trump de dire pour chaque État, voilà, confinement total. Il avait les moyens de le dire ça, confinement pour l'ensemble des États américains, le président? Non, vous avez totalement raison. Chaque État a un gouverneur et c'est le gouverneur qui prend les décisions les plus importantes, dont le confinement. Ah. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un grand nombre d'États où le gouverneur est républicain. Et en étant républicain, il y a encore 2 ou 3 semaines, qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait les consignes de Donald Trump qui sous-estimait énormément la crise. Parce que les républicains, jusqu'à ces derniers jours, ils savent que s'ils ne sont pas derrière Donald Trump, ils se feront de toute façon balayer aux élections. Donc il y a cette ambivalence. Vous avez des démocrates gouverneurs, l'État de New York, la Californie, mais le centre des États-Unis, où il y a le moins pour le moment de virus, très souvent, c'est les républicains qui dirigent la région. Grégory, la gestion de cette crise, vue d'ici, sanitaire en Amérique par Trump, semble, on va le dire gentil, assez erratique. On l'a déjà dit ici, il a au départ minimisé, encore une fois, le danger du virus. Maintenant, on voit qu'il cherche un peu à endosser maladroitement ce rôle de chef de guerre. Ces messages contradictoires, cette gestion de cette crise sanitaire, est-ce que ça commence à troubler l'opinion américaine? Je pense encore une fois, quand il dit, c'était hier, ou ce week-end, 100 000 décès, s'il y a 100 000 décès aux États-Unis, good job for the administration. Bon travail de la part de l'administration. Oui, vous savez, je le répète depuis quelque temps, on pourrait d'instinct penser que cette crise, pour le moment, serait extrêmement négative à Trump. Or, son niveau de popularité dans les derniers sondages n'a jamais été aussi haut. Et ça, en fait, c'est le réflexe qui est très très humain que dans une crise, on, en général, se regroupe derrière le chef. Donc, même à ce niveau-là, c'est triste à dire d'une certaine façon, Donald Trump, quelle que soit l'outrance, quel que soit le manque de direction qu'il a donné au pays et toutes les erreurs qu'il a fait, pour le moment, n'en sort pas encore affaibli. Bon, c'est pas le sujet, après on parle plus des marchés et de l'économie, mais on sait que les chances de réélection d'un président, assez loin, vous me direz novembre, les élections, c'est pas tout de suite, sont liées à la conjoncture économique. A priori, le PIB va chuter violemment aussi aux États-Unis. Aucun président ne s'est fait réélire en période de récession. Dans ce contexte, c'est impossible de prédire l'issue du scrutin, ou vous le disiez, parce qu'il est chef de guerre, parce que les Américains se ressoudent dans ces épreuves, dans l'adversité, il conserve toutes ses chances et que les démocrates sont pour l'instant inaudibles. Mais je vais vous dire,
inaudible est exactement le mot, mais c'est pas vraiment inaudible, on pourrait dire. Surtout, ils sont d'une certaine façon absents, puisque la campagne électorale s'est complètement arrêtée. Donald Trump monopolise l'antenne, d'abord 1 heure et demie tous les jours depuis la Maison-Blanche en direct, et puis des émissions de radio, etc. Et pendant ce temps, Joe Biden, qui est chez lui, il peut pas dire grand-chose. Il n'a pas de pouvoir décisionnel, sa campagne est stoppée, et en fait, ce qui est triste, c'est qu'on ne parle pratiquement pas en ce moment de celui qui, il y a encore quelques semaines, était le grand favori, Joe Biden. Il est totalement absent du discours Donc il est politique relancé, et de la Donald Trump, dans politique. cette course à la réélection. Il est pas conforté, mais il est relancé, le président américain? Je pense par la visibilité qu'il a, je ne vais jamais faire des prédictions parce que vous Non. savez, tout peut arriver Ouais. en 6 mois. Hier, par exemple, je regardais la conférence de presse et on voyait Mike Pence, Vice-président. le vice-président. À mes yeux, il avait de la peine à respirer. Il reprenait son souffle au milieu de chaque phrase. Donc, ce que je veux dire, c'est pas que Mike Pence est malade, mais c'est que actuellement, faire des paris sur l'avenir à 6 mois, même au niveau politique, c'est absolument impossible. Euh, on- Quand on regarde les indicateurs, les derniers indicateurs aux États-Unis, ils ont de quoi faire frémir et faire bondir. Certains disent que les Américains sont déjà rentrés en récession. On a eu 3 millions, c'est du jamais vu dans l'histoire américaine, 3 millions, c'était jeudi, de personnes qui se sont inscrites au chômage aux États-Unis. On devrait en avoir plusieurs millions encore sûrement ce jeudi. Et on est dans les pires chiffres de l'histoire aux États-Unis là. On est absolument dans les pires chiffres et pourquoi? C'est parce qu'on est confronté une fois encore à quelque chose qui n'était jamais arrivé, l'arrêt pratiquement total de l'économie, puisqu'en fait la seule chose qui fonctionne actuellement, en dehors des marchés financiers, heureusement, c'est l'alimentation, le secteur de l'alimentation et le secteur de la santé. Ah, ça dépend Ce que des je veux dire, États. c'est que Grégory, ça dépend ça des dépend États. des Hein. États. Ouais. Ouais, ouais. Mais ce que je dirais surtout, qui est assez frappant, c'est que pour le moment, on n'a pas encore réalisé, je pense, psychologiquement, que si vous regardez les marchés, on essaye toujours de dire une action a un prix, et ce prix, c'est un multiple. Vous avez le PE, le Price Earning. Alors, le prix des actions, on le voit tous les jours, et on va continuer à le voir, mais earnings, qui signifie les profits, je n'arrive pas à imaginer qu'à part 2 ou 3 compagnies aux États-Unis, il y a encore des compagnies qui aient des profits. Donc, d'une certaine façon, on ne peut plus vraiment mettre un prix au cours des actifs financiers. Et je dirais, c'est relativement inquiétant. Et l'autre chose à dire, c'est que, et vous le soulignez, on va commencer à avoir des vraies statistiques. La première qu'on a eue, c'était le chiffre de l'emploi jeudi dernier. Mais imaginez, on va avoir, par exemple, les enquêtes des directeurs d'achat, les PMI. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire quand on va voir ce chiffre jeudi? On sait que 50, c'est la frontière entre l'expansion et la récession. Mais je pense qu'il faut être très très honnête. Récession, évidemment qu'on l'aura. C'est curieux que Wall Street n'ait pas encore accepté de revoir assez leurs chiffres pour Wall dire Street on est ne en price récession. pas une récession aux États-Unis aujourd'hui? Mais ils ne le disent pas verbalement. Ils voient des chiffres très en baisse. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'une récession, la définition scolaire, c'est 2 trimestres de contraction du PIB. Et pour le moment, le scénario de Wall Street et de beaucoup de monde, c'est contraction énorme sur un trimestre, qui va être le trimestre dans lequel on rentre le 1er avril, mais redémarrage en beauté à partir du 1er juillet. On espère, évidemment. Mais je dirais c'est impossible maintenant de dire que, on n'aura pas de récession. Et je pense que la grande question, c'est est-ce que ça va être une récession mondiale ou est-ce que ça va être, vous le savez très bien, ce terme qui est bien pire, une dépression. Ouais. D'autant que Morgan Stanley, alors le chiffre, je crois que c'est les plus dark, les plus sombres, c'est eux, ils nous disent carrément une baisse du PIB de 30% aux États-Unis au deuxième trimestre. Et là, on se dit, mais c'est crédible parce que c'est effrayant. Écoutez, une fois de plus, je dirais, aux États-Unis, vous savez, ce qui est franchement effrayant, c'est le manque de couverture sociale, c'est le fait que beaucoup de gens, le 1er avril, vont avoir le choix entre payer leur loyer ou s'acheter à manger. On en est vraiment là. Et on entend de plus en plus maintenant, tout simplement, que beaucoup de factures qui sont dues le 1er avril, que ce soit par les particuliers ou par les entreprises, ne vont pas être payées. Que ce soit au niveau des loyers. Vous avez même, par exemple, des compagnies aussi importantes que Nike. Nike,
Ils ont tout simplement demandé au niveau de leurs locaux commerciaux de pouvoir, à partir du 1er avril, payer que la moitié du loyer. Vous avez Cheesecake Factory, c'est une grande chaîne de restaurants, 40 000 employés. Eux, ils ont dit, de toute façon, on a licencié nos 40 000 employés, on a fermé tous les magasins, tous les restaurants, on ne paye plus nos loyers. Et ça va être à tous les niveaux de l'économie ce grand dilemme. Est-ce que les gens vont continuer, gens ou entreprises, continuer à payer leurs factures? Donc je dirais pour le moment, les statistiques économiques qu'on a eues, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de chômage. Les 3 millions, je pense que c'est pas étonnant. Ça va continuer évidemment des chiffres extrêmement forts. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est vraiment cette répercussion dans l'économie réelle. Et c'est là, évidemment, que les marchés vont être appelés à être un peu le juge de paix, où ils anticipent la sortie de crise et ils se stabilisent, ou bien ils sont confrontés, alors là, vraiment, au noir du noir, et ça va être très difficile. Ouais, le chômage qui pourrait, puisqu'on en parle, s'envoler. Alors, c'est le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui lui évoque, je ne sais plus, c'est 20 ou 30% de taux de chômage au deuxième trimestre, avec un mois d'avril où on devrait déjà doubler. On est à 3,5, on pourrait passer à 7. On se rend compte de la violence du truc, quoi. Oui, mais je dirais, alors là, une chose très importante à noter, c'est que le chômage aux États-Unis, tant que les gens vont pouvoir s'inscrire au chômage et toucher leurs indemnités, c'est quand même quelque chose de relativement, si je puis dire, positif. Les indemnités de chômage qui ont été prolongées maintenant sur 4 mois, en moyenne c'est 40% de son salaire, c'est pas suffisant, mais en plus il va y avoir une aide de 600 dollars de plus par semaine pour les indemnités, et vous savez ce fameux chèque de 1300 dollars plus 500 par enfant. Donc je dirais à court terme, être au chômage n'est pas encore une catastrophe totale. Le problème c'est que pour être au chômage, il fallait avoir en fait un emploi à temps complet, et vous avez tout ce qu'on appelle la gig économie, hein, Ouais, celui qui travaille chez Uber, qui est livreur, etc., ils sont au chômage puisqu'ils n'avaient pas un emploi officiel. Et on ne sait pas combien de millions, mais ce sont des millions. Cette gig economy, ce sont des millions de travailleurs, hein. Évidemment que c'est des millions. Quand les temps étaient bien meilleurs, de quoi on parlait? On parlait des jeunes entrepreneurs, des nouvelles entreprises, des start-up, etc. Une start-up, très souvent, c'était beaucoup de gens qui travaillaient pratiquement bénévolement, mais ils avaient quand même des capitaux pour essayer de développer leur projet. Tous ces gens, très souvent, ne sont pas des salariés traditionnels et étaient payés ou à l'heure, ou je dirais pratiquement de main à la main, et ça, c'est le vrai problème. Ouais. Ouais. Juste sur le plan, encore une fois, de soutien à la fois du gouvernement américain et de la Fed, on a donné le chiffre de 6 000 milliards de dollars entre l'action, encore une fois, des monétaires et budgétaires. Comment c'est jugé? Parce que pour le coup, c'est suffisant pour, à court terme, atténuer ce choc récessif, à la fois sur les ménages, vous le disiez, les entreprises, les ménages qui, pour le coup, même s'ils sont au chômage, vont avoir de l'argent qui va tomber? Oui, alors il y a deux plans. Il y a la Réserve fédérale, hein, qui donc, d'une certaine façon, achète toute la dette qui existe, hein, que ce soit la dette des d'État, la dette des communautés, la dette maintenant même des entreprises. Et puis, alors, vous avez le plan qui n'est pas un plan de stimulus. Pour le moment, on en est trop tôt pour le stimulus, Ouais. mais qui est un plan justement D'urgence. destiné à essayer de permettre aux gens de continuer à vivre et de payer leurs factures. Alors, le chiffre de 6 milliards, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais pour le moment, le plan d'argent qui irait directement dans les entreprises et chez les particuliers, on n'en est qu'à 2,1 milliards. Et je dirais évidemment que ce plan qui a été voté il y a 2 jours est totalement insuffisant. La question, c'est que on peut, et les États-Unis ont tout à fait la capacité de monter à 4, 5, 6, 10, 20 trilliards. C'est pas le problème, on imprime des dollars. Mais le problème, c'est que plus on va augmenter la masse monétaire, d'une certaine façon, plus on va arriver à un moment où l'argent va valoir de moins en moins. Et ça, il faut faire aussi attention, on n'y pense pas maintenant. L'argent est relativement stable, mais si il y a un déluge d'argent... Bon, on n'en est pas encore là, hein. On n'en est pas encore là. Mais quand vous parlez de 6 trilliards, c'est beaucoup, et je vous dis c'est insuffisant. Donc, ok, on n'en est pas là, mais il faudra poser la Vous vous question. rendez compte qu'on parle en trilliards maintenant? 6 trilliards, c'est 6 000 milliards de dollars. Juste, Grégory, est-ce qu'on peut parler ou pas d'un coup d'arrêt à Wall Street? On a eu un bon rebond boursier la semaine dernière, même si vendredi, de nouveau, il y a eu cette rechute. Rechute légère pour l'instant sur les marchés européens. On a connu le chaos, la panique. On a un peu d'espoir sur les marchés américains. Il y a ce rebond, est-ce qu'il va tenir ou pas? Est-ce que cette respiration est durable ou pas? Voilà, maintenant que j'ai envie de dire, la pandémie frappe de plein fouet les États-Unis, on doute que ce soit durable ce rebond, non?
Écoutez, d'abord, je ne fais jamais des prédictions. Ce que je dirais, c'est que d'une certaine façon, techniquement, les marchés devaient rebondir pour des raisons simples. Mais une raison étant que, par exemple, on était arrivé à un point le vendredi d'avant. Vous savez, on parle toujours des bulles et des bears. Le bull, c'est celui qui est positif. Le bear, c'est celui qui est négatif. Il y avait 100% d'avis négatifs. C'était jamais vu. Donc, ça veut dire qu'en fait, déjà, pratiquement tout le monde avait vendu. Maintenant, d'une certaine façon, les marchés pourraient se stabiliser totalement. C'est clair, les marchés financiers offrent peut-être de la valeur. C'est peut-être la façon maintenant de constituer sur les 20 prochaines années ou 10 prochaines années des économies extraordinaires. Ça c'est clair. Donc, ces marchés peuvent se stabiliser. Pour ça, je dirais, vraiment, la chose la plus importante, c'est même pas du tout les statistiques économiques, ça va être vraiment la courbe de la pandémie Ouais, mais le au pic n'est moment pas pour tout de où suite. on aura de nouveau de l'espoir. Le pic aux États-Unis, il est dans plusieurs semaines, hein. Oui, mais ça passe vite. Vous savez, les semaines, ça passe très vite et la bourse anticipe totalement. Donc, si on peut dire maintenant que le pic, et on le souhaite, de la pandémie aux États-Unis, soit d'ici, par exemple, 2 semaines à New York et peut-être fin avril dans l'ensemble des États-Unis, c'est plutôt un sujet très positif pour les marchés financiers qui s'intéressent beaucoup plus à ce qui va se passer d'ici la fin de l'année que sur ces 2 ou 3 prochaines semaines où de toute façon on sait que toutes les nouvelles vont être extrêmement négatives. Bon, on se quitte là-dessus. Donc, l'état d'esprit, si on devait résumer, l'état d'esprit des New-Yorkais, notamment, je pense, à Wall Street, l'état d'esprit aujourd'hui, c'est? Je dirais, il faut être honnête, les gens sont angoissés, mais l'Américain aussi, tout en étant angoissé, est combatif, est optimiste et est très citoyen. Donc, on peut dire que la discipline quand même montrée par les Américains est importante et que pour le moment, je dirais, les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou quand même aussi les particuliers, n'ont pas encore, et j'espère qu'ils ne le feront pas, panique. Bon, voilà. Merci en tout cas. Témoignage signé Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services depuis New York. Merci beaucoup, Grégory. Bonne journée. Merci.